Au Mali, la junte officiellement dissoute comme réclamé par la CEDEAO, le Comité national de salut pour le peuple assurait la transition après le putsch du 18 août. Nouvelle manifestation au Parlement de Tunis alors que les députés se prononçaient sur le remaniement. Les manifestants protestent contre la stratégie de répression policière. Et puis les restrictions sanitaires ne passent pas au Liban. Les populations sont arrivées au mai avec les forces de l'ordre pour exprimer leur mécontentement. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition. Au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, organe créé par les militaires putschistes du 18 août dernier, a été officiellement dissous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Le décret signé par le président de transition Ban Dao et le premier ministre Mokhtar Ouane indique que l'organe formé par les militaires qui ont renversé en août le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement dissous. Pour rappel, un petit groupe de colonels a renversé le 18 août le président Keïta après des mois de contestation dans le pays, en pleine tourmente sécuritaire et politique depuis des années, et annoncé la création de ce comité pour diriger le pays. Sous la pression de la CEDEAO, ils ont mis en place des organes de transition, présidence, premier ministre et gouvernement, organes législatifs, et se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections, sans pour autant annoncer la dissolution du CNSP. L'emprise que les militaires exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance. Une mission de haut niveau de la CEDEAO envoyée au Mali a dit le 12 janvier ne pas avoir à ce stade de raison de douter du respect de ce délai, mais elle a une nouvelle fois réclamé que le CNSP soit formellement dissous. Cette dissolution réclamée avec insistance par la CEDEAO intervient la veille de la visite du président Ban Dao à Paris. Le sommet du G5 Sahel aura lieu dans 3 semaines, les 15 et 6 février prochains à N'Djamena. Pour préparer ce rendez-vous, Emmanuel Macron reçoit depuis mi-janvier ses homologues sahéliens. Après Idriss Déby la semaine dernière, c'est au tour du président de la transition au Mali d'être reçu ce mercredi à l'Élysée. Cette visite inattendue est un signal fort envoyé par la France aux nouvelles autorités maliennes. Toujours au Mali, l'armée a indiqué avoir neutralisé une centaine de terroristes et capturé une vingtaine dans une opération d'envergure menée conjointement par les armées françaises et maliennes en janvier dans le centre du pays. Au Mali, il s'agissait de chasser l'ennemi hors de ses zones de refuge dans le secteur d'Ouentza, Ambori, Bolkessi, une région de forêts clairsemées et de brousses surplombées de massifs rocheux où sont implantés des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim ou Djenim en arabe, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. L'armée malienne a, dans un communiqué, précisé que des matériels de guerre ont également été saisis durant l'opération menée du 2 au 20 janvier. Paris avait affirmé la semaine dernière qu'une vingtaine de djihadistes avaient été tués mi-janvier par les militaires français et leurs partenaires locaux dans le nord du Burkina Faso, dans la zone dite des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Avec Eclipse, les soldats sont vraiment au cœur de la fourmilière, a souligné mardi une source diplomatique occidentale dans la capitale malienne. Paris combat les djihadistes au Sahel avec 5100 hommes déployés depuis 2013 aux côtés des armées du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Tchad, Burkina Faso et Niger. Le chef d'état-major de l'armée malienne a ordonné mi-janvier une enquête sur les circonstances de la mort de 3 djihadistes faits prisonniers pendant leur transfèrement vers un camp militaire. Et plusieurs ONG réclament une enquête indépendante sur une frappe aérienne française près du village de Bounti. Paris espère vraisemblablement que la polémique se sera estompée à l'approche du sommet de N'Djamena les 15 et 16 février, où le bilan de l'opération sera sans doute mis en avant, a déclaré une source onusienne.
Je le disais en titre, en Tunisie, des manifestants se sont rassemblés autour du Parlement alors que les députés ont entamé ce mardi une session sous haute tension. La plénière examine un large remaniement qui met en lumière les tensions politiques entre le président Kais Saïed et le Parlement. À l'extérieur de l'hémicycle, des Tunisiens dénoncent la répression policière face au mouvement de contestation sociale. Un millier de manifestants étaient rassemblés près du Parlement à l'appel d'une trentaine d'associations afin de protester notamment contre la stratégie de répression policière adoptée face aux violentes protestations nocturnes qui ont éclaté à la mi-janvier dans des zones marginalisées de Tunisie. Ces nuits de heurts ont été suivies par des manifestations pour réclamer notamment la libération des centaines de jeunes protestataires interpellés et une meilleure politique sociale. Mardi matin, les manifestants ont tenté de déjouer un important dispositif policier entourant l'Assemblée. Des députés ont protesté contre ce déploiement massif appelant à davantage de dialogue. Cette session parlementaire intervient au lendemain de troubles entre manifestants et la police à Sbetla, dans une région marginalisée du centre du pays, après le décès d'un jeune blessé la semaine dernière par une cartouche de gaz lacrymogène. Les députés doivent s'exprimer sur un remaniement annoncé le 16 janvier par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, qui a changé 11 ministres, notamment ceux de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Mechichi a déclaré mardi devant l'Assemblée que le but était d'obtenir une équipe plus efficace pour arriver à concrétiser ces réformes. Mais le président Kais Saïed a vivement critiqué ce remaniement lundi soir, regrettant ne pas avoir été consulté. Il a fustigé l'absence de femmes parmi les nouveaux ministres proposés et accusé un des ministres choisis d'être lié à une affaire de corruption et 3 autres d'être soupçonnés de conflit d'intérêts sans préciser de nom. A précisé que les députés ont voté tard mardi la confiance aux 11 nouveaux ministres, dont ceux de l'Intérieur, la Justice ou la Santé, en dépit des controverses sur plusieurs noms et des critiques acerbes du président de la République, Kais Saïed. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a assuré mardi soir que son cabinet écouterait les jeunes qui protestent. Ce journal se poursuit. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé mardi le remplacement des 4 principaux chefs de l'armée du Nigeria après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le chef de l'État a accepté la démission immédiate des chefs de l'armée de l'air, de terre, de la marine et du chef d'état-major et a aussitôt nommé leurs remplaçants. Le nouveau chef d'état-major est le général Léo Irabor. Les nouveaux chefs sont le général Ibrahim Attaïrou pour l'armée de terre, l'amiral Awal Zubairu Gambo pour la marine, le général Isiaka Oladayo Amao pour l'armée de l'air. Cette décision survient après des mois de pression en sous-main de la présidence sur l'armée. Dans un communiqué, Muhammadu Buhari a d'ailleurs salué leur formidable victoire dans leurs efforts pour apporter la paix au Nigeria, après avoir toutefois essuyé de nombreuses critiques face à la situation sécuritaire du pays. La nouvelle est saluée par les résidents d'un camp de déplacés internes dans la ville de Maiduguri, au nord-est du Nigeria. Nous voulons qu'après l'insurrection, que les personnes déplacées puissent retrouver une vie normale. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aller cultiver dans nos différentes localités. Nous sommes fatigués de rester dans les camps de déplacés. Les personnes licenciées n'ont pas amélioré ce que nous, les personnes déplacées, voulons. Ce que nous voulons, ce n'est pas repousser Boko Haram, mais les tuer, pas les repousser. Les finir immédiatement, ne pas les repousser à nouveau. Nous répétons ce que nous faisons tout le temps. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas après eux. Nous voulons quelqu'un qui les dévalorise, les termine, les élimine. Le Nigeria, avec quelques 200 millions d'habitants, est confronté à de graves troubles, notamment dans le nord-est du pays, région toujours en proie au conflit contre les groupes djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui ont fait au moins 36 000 morts et 2 millions de déplacés. En décembre dernier, après une longue série d'attaques meurtrières et d'enlèvements, le gouverneur de l'État du Borno avait accusé l'armée d'avoir échoué dans sa mission et de ne pas protéger la population civile.
Les restrictions sanitaires imposées au Liban opposent les populations aux gouvernants. Ce lundi, elles en sont arrivées au mai avec les forces de l'ordre. Plusieurs blessés ont été dénombrés. Reportage. C'est un confinement strict qui est en vigueur au Liban pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Il était prévu pour prendre fin le 25 janvier, mais il a été prolongé au 8 février. Cette restriction est apparemment invivable pour les Libanais qui sont alors descendus dans les rues de Tripoli, le ras-le-bol, la faim. C'est à cause de la faim. Les gens ont faim, ils veulent manger. Il n'y a pas d'autre raison que la faim qui pousse les gens à descendre dans la rue. L'État a échoué. L'État est corrompu et gouverné par des voleurs. Les politiciens, n'est-ce pas assez? À cause de la faim, je le jure, certaines personnes démontent des pompes à eau et les vendent pour acheter de la nourriture. Un homme a demandé à sa femme pourquoi nous n'avons pas d'eau à la maison. Alors, il a vérifié et a constaté que sa pompe à eau avait disparu. Les gens ont faim. S'il vous plaît, démissionnez. Le pays de 6 millions d'habitants a recensé jusqu'ici 282 249 cas, dont 2404 décès. Le confinement s'accompagne d'un couvre-feu de 24 heures et d'une fermeture des commerces. Des exceptions pour le personnel médical ou les journalistes et des attestations de sortie sont prévues pour certains déplacements. Le pays est englué dans sa plus grave crise économique avec une dépréciation historique de sa monnaie, une hyperinflation et des licenciements massifs. La moitié de la population vit désormais dans la pauvreté. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. L'info est en continu sur Sika TV.